Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Mes salutations dépendent de votre position géographique. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Mesdames et messieurs, chères demoiselles, soyez nombreux à faire le maximum de partage de cette émission inédite qui vise à faire la promotion des étudiants venant des différentes structures publiques et privées dans le cadre de montrer réellement que nos étudiants ont une potentialité de proposition, de solutions et de critiques par rapport à la réalité des actions qui se posent au sein de notre société. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de faire appel à deux jeunes venant de deux structures publiques. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole à ces jeunes pour qu'ils se présentent à vous, nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, docteur. Et nous sommes vraiment honorés de pouvoir répondre à votre appel. Et je réponds à l'identité de Shaban Koirakoy, étudiant à la faculté des lettres et sciences du langage. Donc, nous sommes là pour répondre à l'appel pour pouvoir satisfaire aux différentes questions. Shaban Koirakoy, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation sous cette problématique qui fait, qui fait des échos par-ci, par-là durant toute l'année, qui est la suivante. La rébellion ou les rébellions Touareg sont-elles dues à une mauvaise redistribution des richesses publiques? Et sans plus tarder, nous allons donner la parole au deuxième invité pour qu'il se présente à vous, nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Bonsoir docteur, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le site Sympa TV et Sympa Vision à travers la page YouTube et la page Facebook. Je remercie vraiment pour votre aimable attention. Je réponds à l'identité de M. Mahamadou Silla, étudiant en licence 3 à l'Institut national de formation en sciences de la santé. Je suis le capitaine du club de débat de la dite institut. Donc nous sommes là ce soir pour répondre à toutes les questions concernant les rébellions et nous allons vous montrer point par point que cette rébellion n'est pas une question de mauvaise redistribution des richesses publiques. Et durant tous ces débats, vous allez être éclaircis sur tous les mystères qui couvrent cette histoire. Je vous remercie. La finance islamique, oui, un secteur peu exploité de la finance mondiale. Oui, la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, à travers sa nouvelle coordination de la finance islamique, porte à la connaissance des étudiants et des professionnels que l'ouverture des inscriptions au titre de l'année universitaire 2022-2023 a déjà démarré. Cette formation permet aux étudiants d'acquérir les compétences de la finance fondée sur les principes de la loi islamique, la charia, et cherche à transmettre une vision de justice, d'équité et de transparence. Elle permet aussi aux auditeurs d'entamer directement une carrière de cadre supérieur dans les banques, les sociétés de financement, les sociétés de bourse et de gestion de portefeuille. Pour vos soucis de renforcement en finance islamique, n'hésitez pas à contacter la coordination du master en finance islamique au 83 01 11 74 ou au 76 45 81 52 ou au 66 71 48 11. La coordination du master en finance islamique proche des Maliens de la place. Merci Mahamadou d'avoir accepté notre invitation. Je pense que ça serait une opportunité pour les Maliens de savoir réellement que nous avons des jeunes talentueux qui ont des capacités pas possibles pour faire des analyses critiques, mais aussi des propositions par rapport à la situation de la rébellion au niveau du Nord. Et sans plus tarder, je m'adresse à vous. La question fondamentale que je m'en vais vous poser, parce que si je comprends bien, vous devez défendre la position pour dire que réellement que cette rébellion est due à une mauvaise redistribution de la richesse de l'État. Et sans plus tarder, je m'en vais vous poser la question, qui sont concrètement ces rebelles
Et que veulent concrètement aussi ces mêmes rebelles? Et merci, docteur, pour la pertinence de la question. Et ces gens, comme on aime le dire, tout d'abord, je dirais, les Touaregs, ce sont des Maliens. Et ce sont des Maliens qui sont nés au même moment que nous, qui se disent légitimes Maliens. Parce que, rappelons-les, même l'histoire nous dit que ces gens, que les Touaregs ont existé au même moment que nous autres. De 1960 à nos jours, ils ont subi la colonisation, tout comme nous. Lorsque nous fûmes libérés, ils étaient là, ils étaient contents, mais la seule différence, c'est qu'eux, ils voulaient leur indépendance. Ils voulaient être indépendants du Mali. Indépendants du Mali, du pourquoi? Mali, oui. Parce que, selon eux, ils se disent que le Nord leur appartient, d'après eux. Et quand on voit aussi le Nord ne fait-il pas partie du Mali? Si, c'est ce que je viens. Et justement, le Nord fait partie du Mali. Mais le problème, c'est que, et bon, avant tout propos, je crois que j'ai omis une question. Qui sont-ils? Maintenant, on va parler des Touaregs. Après, je reviens sur ce point. Donc, les Touaregs sont une ethnie berbère. Ils sont en Libye, en Algérie, au Mali, au Niger, au Burkina. Donc, ces gens-là qu'on appelle hommes bleus ou encore des hommes voilés, parce qu'ils s'identifient à travers ça. C'est des gens qui ont une culture aux valeurs inestimables, que ce soit au Niger, au Mali. Ils ont toujours su se distinguer à travers leur manière d'être. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Ils veulent être indépendants. À défaut d'être traités comme des véritables citoyens maliens, ils veulent au moins avoir une petite autonomie. Si les Maliens ne peuvent pas les aider à accéder à leur indépendance, ils veulent eux-mêmes militer pour avoir leur indépendance. Moi, je suis natif du Nord, et qui de mieux que moi pour les comprendre? Parce que en tant qu'enfant nordiste, je vois à quel point nous souffrons. Parce que je vois tout est centralisé ici à Bamako. Tout est centralisé ici. Là-bas au nord, on n'a quasiment rien. Des infrastructures, que ce soit au niveau... voilà, même si vous voulez faire un passeport, il vous faut venir jusqu'ici dans la capitale pour le faire. Donc, ils veulent que tout cela change, en fait. Ils veulent que si les Mali n'arrivent pas à gérer les Nord, ou du moins n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la population nordiste, au moins de laisser ces Touaregs-là qui se disent natifs, qui se disent amoureux de cette ville-là, de subvenir à leurs propres besoins. Comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Mais pourquoi cette division? Justement, il vient de dire qu'ils veulent leur autonomie, ils veulent mener leurs activités comme il le faut, d'où cette demande voilà, de la division de notre belle patrie. Et quel reproche faites-vous à ceci? Et au-delà de ça, la question suivante que je m'en vais vous poser, concrètement, quel est l'élément déclencheur? Est-ce que réellement ce qu'il avance pour argument est valable comme il le faut? Ok, merci vraiment, docteur. Bon, face à un thème aussi sensible, je ne peux entrer là-dedans sans rendre vraiment un vibrant hommage à toutes ces personnes, à tous ces civils, à toutes ces personnes qui ont perdu la vie à cause de cette rébellion manigancée, transportée et orchestrée que nous vivons depuis plus d'une demi-siècle. Vraiment, paix à leurs âmes. Face à cette question, l'élément déclencheur de cette rébellion, quand nous retraçons l'historique de la rébellion, nous nous rendons compte que ce n'est jamais dû à une mauvaise redistribution des richesses publiques. La première rébellion que le Mali a connue, ça date de 1970. Juste après l'indépendance en 1960, les rebelles Touaregs qui vivaient à Kidal ont refusé de se soumettre à l'autorité du président Modibo Keïta en avançant comme argument qu'ils étaient colonisés par les Français, qu'ils n'acceptent plus encore de se faire gouverner par les Noirs sur 10. Il n'y avait jamais une question de mauvaise redistribution des richesses publiques. Donc Modibo Keïta a toujours bataillé avec eux et a su les raisonner à venir à la raison. Juste après cela, pendant la période de Moussa Traoré, en 1991-1992, la deuxième rébellion a été déclenchée par l'actuel terroriste Yad Agali. Lui, il avançait comme argument que depuis la période de Moussa Traoré, Yad Agali existait. Bien sûr, il était dans... Oui.
Bien sûr, il existait, c'est un moyen pour eux, bien sûr. Nous allons en venir au cours de ce débat. Et Ali a amené comme argument que l'État a abandonné les régions du Nord au cours des sécheresses 1970-1980. Et il a essayé de ça pour révolter le peuple du Nord contre l'État malien. Alors que pendant cette période, tout le Mali, tout l'État entier était frappé par cette sécheresse. Et les régions ont su se manifester et face à cette période-là. Et Yadagali a pris ça comme argument. Et la troisième rébellion que nous avons connue, c'est en 2006. Et cette rébellion a été menée par Ibrahim Bahanga. Pour quelle raison? Pendant la période 91-92, l'accord de Tamanrasset a été signé le 6 février 1992. Cet accord a permis à Yad Agali et ses éléments d'avoir des postes dans l'administration malienne. Et Yad Agali même qui finit par être consul à l'ambassade du Mali en 2008 par Amadou Toumane Touré. Donc, et ces éléments ont adhéré à l'armée malienne, sont devenus des gouverneurs, d'autres des préfets. Bon, Yad Agali et ses hommes n'ont pas eu leur part des gâteaux. Et aussi, ils voulaient avoir quelque chose. Ils ont pris les armes et s'attaquer à l'État. Tout ça, c'est des facteurs qui amènent. Ces gens-là, ils ont toujours utilisé cette rébellion pour avoir leur fin. Non pas pour le peuple du Nord et non pas pour une question de richesse. Justement, parlant de ça, est-ce que concrètement, la manière dont ils évoquent la situation, oui. est-ce qu'ils font cette lutte au nom du peuple Touareg? Non, même pas. Comment dire, ce qui nous donne raison, il y a beaucoup de Touaregs qui sont avec le peuple malien. Il y a beaucoup de Touaregs qui luttent dans l'armée malienne. Ils sont nobles et ils défendent la patrie. Ces gens-là n'ont jamais lutté pour le peuple du Nord. Ils n'ont jamais lutté pour les Touaregs. Et ils n'ont jamais représenté le peuple du Nord, car ils ne représentent qu'un tiers de la population du Nord. Donc ils n'ont jamais lutté pour... Un tiers de la population du Nord. Bien sûr. La population du Nord, Gao et Tombouctou, c'est des Noirs, c'est des Bélas, des Peuls et des Arabes. Les Touaregs sont minimes. Et ils ont juste utilisé les armes pour avoir des postes clés dans l'administration. Est-ce réellement ça, c'est vrai, concrètement, que ces rebelles ne représentent que un tiers de cette population? Et si c'est un tiers de cette population, dans l'ensemble du Mali, ça peut être quoi? Je ne sais pas. Mais concrètement, est-ce que ça, ce n'est pas injuste de faire cette lutte des Touaregs pour avoir juste quelque chose à leur fin? Ce qui me pousse d'ailleurs à vous poser la question, est-ce que réellement, pourquoi? Selon toi, c'est dû à une mauvaise réduction des richesses. Tout d'abord, j'aimerais répondre sur ce qu'il vient de dire. Et j'aimerais lui dire qu'il ne sait pas faire la différence entre Touareg et Arabe. Parce que les Touaregs, ce ne sont pas seulement des peaux blanches. Déjà, je l'ai dit lorsque je les ai présentés, on a Kel Tegelmous, qui signifie les hommes voilés, et ils ne sont pas forcément blancs. Et il y a aussi les Kel Tamashek, c'est des belles-là, justement. Et ils ont plusieurs ethnies parmi eux. C'est pourquoi je reviens sur la question pour dire que ce sont des Maliens. C'est des Maliens qui se disent marginalisés. Donc, quand on se voit marginalisé, ou du moins quand on se sent marginalisé... Mais est-ce qu'un Malien, quelqu'un qui prétend être Malien doit normalement penser à la division du pays? Absolument pas, je ne dirais pas ça. Mais je dirais juste que, comme le dit Hassan Agfagaga, qu'ils ont essayé plusieurs fois de s'asseoir sur une table et essayer de négocier. Mais ils n'ont jamais été entendus. Ou du moins, on leur vendait comme quoi qu'ils ont été entendus, mais cela n'a jamais été le cas. D'où d'ailleurs le déclenchement de la rébellion en 2006. Parce que tout simplement, ils se sont dit que rien n'a été respecté lors de l'accord de Tamarasset. Qui avait comme... L'accord de Tamarasset, c'est quoi? L'accord de Tamarasset, c'était un accord qui s'est déroulé dans les années 91 sous la présidence de Moussa Traoré. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est ça même qui a valu les postes de président à Moussa Traoré. Car 2 mois plus tard, il sera renversé par le colonel Amadou Toumani Touré. D'ailleurs, lorsque ce conflit fut fini, on disait que bon, maintenant, il n'y a plus rien, on s'est compris. Et en 1996, c'était Alpha. Alpha s'est rendu jusqu'au nord. C'était en 1996. Et il y a même un monument du nom de Flamme de la Paix au nord, précisément dans le quartier de Abaradiou, tout simplement pour célébrer où on a brûlé les armes, qui étaient quasiment à peu près de 3000 armes, tout simplement, que les Touaregs, aussi bien que les Maliens, ont brûlé en guise de paix.
et de réconciliation. Mais est-ce que ces bandits, ces rebelles-là ne sont pas en connivence avec les groupes djihadistes? Non, non, absolument Pourquoi? pas. Pour s'en convaincre, il suffit juste de se rappeler de la rébellion de 2012, ou encore, j'irai encore plus loin, les rébellions de 91 encore. Yaga Gali, comme il l'a souligné, on lui avait posé la question, cette information se trouve sur la page de Jeune Afrique. Il est rebelle ou il est... Hein? Yagali, Yaga Gali, voilà, il est Touareg. Mais il est djihadiste aussi. Bon, on va pas dire qu'ils sont djihadistes. Ce qui est sûr, c'est que ce sont ces Maliens-là qui se disent qu'ils n'ont pas été, on va dire, reconnus pour leur nationalité. Ils réclament leur nationalité en tant que Maliens. Et ils veulent bénéficier, ils veulent être traités au même pied d'égalité que nous autres les Maliens. Et donc, je vais revenir sur ce que je viens de dire. Donc, on lui avait demandé si tous les Touaregs, ou bien du moins tous les Touaregs étaient des rebelles, ou du moins tous les Touaregs faisaient partie du mouvement des MNLA. Il disait que qui ne faisait pas partie des MNLA. Il disait que tous faisaient partie des MNLA, mais c'est lorsque ils sont revenus de la Libye que d'autres se sont dissociés. Sinon, leur cause était noble. Leur cause n'était ni plus ni moins que de se faire entendre, que de se faire respecter en tant que Maliens. Parce que même au nord, dès le moment où un noir meurt, on dit que forcément c'est un blanc qui l'aurait tué. Alors qu'on oublie que parmi les Touaregs, il y a des noirs, il y a quasiment toutes les ethnies dans les Touaregs. Et pour s'en convaincre, il faut simplement voir les qualificatifs que donnent les blancs à ces mêmes gens-là. On dit les hommes de bleu, les hommes voilés. Et ces hommes voilés ne sont pas nécessairement des blancs. Ils sont noirs. D'ailleurs, moi qui suis devant vous, mon sage grand-père m'a toujours dit qu'il avait des origines Touareg. Donc, moi, dans mon nom, il devrait y avoir Shaban, Ould, Assalek, Koirakoui. Ok. Voilà. Merci. Je m'adresse à vous. Est-ce que ces Touaregs qui se rebellent du jour au lendemain pendant des décennies sont-ils considérés par le gouvernement de la place, notamment leur insertion au niveau de la fonction publique, dans les administrations publiques en question? D'accord. Merci, docteur. Avant de revenir à cette question, j'aimerais éclaircir un peu mon très cher ami qui n'arrive vraiment pas à faire la différence entre les Touaregs et les djihadistes. Comment pouvez-vous, quelqu'un peut dire en tant que Malien d'origine, dire que Yad Agali aujourd'hui n'est pas un djihadiste? Yad Agali, c'est le chef de l'Ansardine et l'Ansardine est en concordance avec l'AQMI, bien sûr. Donc Yad Agali qui était un rebelle en 1992 et il fut nommé consul à l'ambassade du Mali en Arabie Saoudite. C'est étant en Arabie Saoudite qu'il a appris à travailler avec les djihadistes, bien sûr, qui sont actuellement les terroristes, bien sûr. Donc, ce sont ces terroristes-là qui travaillent, bien sûr, avec MNLA, comme raison en 2012, lorsqu'ils ont failli à tomber l'État du Mali, ils ont fait appel à ces gens-là, l'Ansardine et la Moujao. Et ces gens-là qui, comme à leur habitude, courent toujours ou bien fuient toujours après chaque acte, ont fini par laisser le Gao aux mains des terroristes, bien sûr, de la Moujao. Donc Yad Agali, c'est bien sûr un djihadiste. Yad Agali, c'est l'homme le plus recherché, bien sûr, par les États-Unis et aussi par les Nations Unies. On a même mis sa tête en vente en chair, bien sûr, mon cher ami. Donc c'est bien sûr un djihadiste aujourd'hui, même s'ils étaient un rebelle à l'époque. Donc face à cette question, les rebelles sont vraiment intégrés dans l'armée, dans les administrations maliennes et aussi dans l'armée malienne à travers les différents accords qui ont été signés. Principalement, 4 accords ont été signés depuis 1992 jusqu'à nos jours. Le premier accord, c'est l'accord de Tamaracet, signé le 6 février 1991, le pacte national, signé le 11 avril 1992, et aussi l'accord d'Alger, qui vient de signer le 15 et le 20 mai 2015 à Bamako ici. Et aussi, c'est des accords qui ont permis aux rebelles d'intégrer, bien sûr, l'administration malienne. Le gouvernement, l'actuel ministre des Sports et de la Jeunesse, Moussa Akhtayer, c'est un ancien rebelle. Maintenant, pourquoi la signature de ces accords n'a pas été un remède par rapport à cette situation de Bien sûr, c'est ça même qui met en évidence l'idée même ou bien ce qui recherche véritablement ces rebelles. Ce n'est pas une question de richesse. Si c'est une question de richesse, l'État a beaucoup fait, l'État a mené beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts
pour pouvoir mettre fin à cette rébellion. Et c'est pour ça qu'après chaque accord, lorsqu'on signe un accord avec ces gens-là, juste quelques années, quelques personnes d'autres se détachent des personnes qui ont signé cet accord et prennent les armes et luttent encore contre l'État. Juste pour pouvoir satisfaire leurs fins. Pourquoi, avec tant de signatures d'accords, les rebelles n'arrivent pas à respecter leur engagement vis-à-vis de l'État? Comme on l'a dit, il faut savoir entendre les deux sons de la cloche. Et c'est quoi les deux sons de la cloche? Les deux sons de la cloche n'est autre que souvent on écoute le gouvernement, mais personne n'écoute de l'autre côté. Qu'est-ce qui nous garantit que ce sont eux qui n'ont pas respecté? Peut-être qu'on aurait promis des choses qu'on n'a pas tenues. D'ailleurs, il y a Mais encore... c'est inhumain quand même de tuer ses semblables. C'est inhumain, même si ces accords ne sont pas respectés souvent. Est-ce que ça vaut le coup? C'est-à-dire, ceux qui prétendent respecter les charia, là, en réalité, c'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui ont donné naissance, vie à ces hommes qui vivent au nord. Pourquoi ôter la vie de ses proches? Vraiment, c'est une question, même en l'attendant, ça me glace les sangs. Je dirais, en dehors du fait que ces marginalisations sont dues à des mauvaises redistributions publiques, je dirais que là, on pouvait ne pas en arriver jusqu'ici. Mais comme on l'a dit, parfois, quand on est pris par la colère, quand on est pris par certains, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont un tempérament très fort. Pour ceux qui les connaissent, savent de quoi je parle. Et j'ai dit que la responsabilité revient à la nation malienne, au gouvernement malien. Parce qu'il ne fallait pas, parce que je préfère les dialogues qu'avait tenu Moussa Traoré vers les années 91. Il avait dit qu'un peuple souverain ne devrait pas négocier avec un groupe de personnes. Parce que lui, dès ici, il avait fait comprendre sa position. Parce qu'il veut dire que si ça ne tenait qu'à lui, il ne signerait non seulement pas d'accord, qu'il va s'arranger pour les faire dégarpir. Mais après, on ne sait pas ni ce qui s'est passé, ni ce qui a pu se produire. Mais après, on s'est quand même mis à table pour signer des accords qui n'ont pas été respectés. Et c'est ça le problème. Et on voit, voilà. parce que, et voici les conséquences. À ma connaissance et à la connaissance du peuple malien, là où le gouvernement ne s'est jamais déplacé pour tuer un rebelle chez vous, un Touareg chez vous. Mais pourquoi les Touaregs ne font qu'assassiner? Et c'est là que, comme j'aime cette expression, et c'est là que c'est-à-dire la majeure partie de ces chefs rebelles vivent à Bamako ici. Y a-t-il pas une exploitation derrière ça? Ces jeunes qui sont sur le terrain ne sont-ils pas hypnotisés par ces chefs rebelles qui vivent dans les hôtels 5 étoiles ici à Bamako, qui sont au niveau des résidences bien gardées? Justement, je disais, et c'est là que la France entre en jeu. Parce que moi, je n'ai jamais vu d'un bon oeil la coopération qu'avait le Mali avec la France. Parce que la France, d'un côté, on nous dit qu'ils veulent nous aider, d'où l'opération Serval. Ils nous ont dit qu'ils veulent nous aider à combattre les djihadistes. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils murmuraient aussi à ces gens-là? On leur dit et aussi qu'on va les aider à obtenir leur indépendance. On a joué avec leurs émotions en fait. Par exemple, un bébé... Mais est-ce que réellement ces gens-là savent réellement que la France joue avec eux? Que cette division, cette balkanisation de notre nation Bas-Maliba n'est pas du tout possible avec la détermination des différentes autorités de la place? Bon, je dirais tout simplement qu'eux, ils ne sont obsédés que par une seule chose. On veut se développer et on veut essayer à tout prix. Comme l'a dit Nicolas Machiavel, quand la rise du renard ne marche pas, il faut procéder avec la force du lion. Lorsque les accords n'ont pas été respectés, sinon ils ont essayé avec des voies pacifiques, et mon cher contradicteur ne dira pas le contraire, il vient de les citer. Donc, lorsque vous tenez des propos que vous ne respectez pas, il faut vous attendre à des conséquences. J'ai une prof au niveau de la faculté du nom de Afou Dambélé qui dit que l'homme n'a pas de queue. L'homme n'a pas de queue. La seule chose qu'on peut prendre de l'homme, c'est sa langue.
Quand ta main te met dans quelque chose, tu peux t'en retirer. Quand tes pieds te mettent dans quelque chose, tu peux te retirer. Mais dès le moment où c'est ta langue qui te met dans quelque chose, tu ne pourras plus te retirer. Et là, le gouvernement malien, ils ont tenu des propos, ils ont promis, ils ont fait beaucoup de promesses. Et du coup, les promesses étaient tellement belles que leur tenue était tout simplement Mais honnêtement, impossible. est-ce que ces promesses arrangeaient l'État dans sa vie? Quelqu'un qui détient toute sa faculté mentale comme il le faut, est-ce que ces promesses, en quelque sorte, voilà, les intermédiaires qui existaient entre nous et les bandits armés n'ont pas mis en quelque sorte leurs genoux sur le cou de l'autorité de la place qui a signé cet accord entre les deux parties? Justement. Toi étant à la place de l'autorité, est-ce que tu vas respecter ça concrètement? Concrètement, si j'étais à la place de l'État, j'essaierais, bon, comme justement, comme on dit, tout paraît facile quand on observe les loin. Quand on regarde le pouvoir, on s'y regarde. Mais dès qu'on est dedans, c'est tellement profond qu'il est souvent mêlé à la boue, comme le dit Massamakan. Maintenant, parlant de la, quels sont peut-être les investissements probables que l'État a eu à faire pour maintenir du calme au niveau voilà, du nord en question? Est-ce que l'État a fourni des efforts pour aider ces gens-là à se passer? Ok, merci docteur. Avant de rebondir sur cette question, j'aimerais un peu éclaircir mon très cher ami. Les accords que l'État malien a signés avec les rebelles depuis 1992, ce sont toujours l'État malien qui est en train de faire des efforts pour l'application de ces différents accords, à travers l'accord de Tamaracet, l'accord d'Alger. Parce que les rebelles, chaque fois qu'on signe un accord avec eux, c'est l'État qui doit les intégrer dans l'armée, c'est l'État qui doit les amener dans les administrations du Mali. Mais qu'est-ce qu'eux-mêmes ils font? Ils font absolument rien. Et ils se contentent seulement à accepter des postes, à être des généraux, à être des colonels, mais plus rien encore. Comme l'exemple, chaque année, l'indépendance de l'Azawad est toujours fêtée à Kidal. Est-ce que cela est normal après l'accord d'Alger signé en 2015? Je pense que cela n'est pas normal si on est vraiment conscient pour l'avenir de la paix dans notre pays. Parce que quand on dit qu'on a signé un accord, c'est entre deux parties. Et chaque partie doit faire 50% pour qu'on puisse avoir quelque chose. Donc la faute n'est pas seulement à l'État malien, puisque après l'accord de Tamaracet, 12 000 rebelles ont été recrutés dans l'armée malienne. Et aussi en 2015, après l'accord d'Alger, il y a une rebelle qui a été nommée ministre de l'artisanat et de la culture du Mali. Et aussi des rebelles sont dans la CNT aujourd'hui. Donc tout ça nous montre que l'État est en train de faire des efforts vraiment pour revenir dans la paix dans notre pays. Justement, parlant de leur insertion au niveau des différentes institutions, pourquoi la situation perdure encore? Et tout d'abord, j'aimerais lui dire tout simplement que je vais encore revenir à Yad, parce que lui, il a beaucoup dit dans cette histoire. Il dit tout simplement que même leur insertion dans l'armée, ils sont toujours traités de manière bancale. Ils ne sont pas bien traités. Ils sont vus comme, on va dire, les moutons noirs de la troupe. Ils sont maltraités. Ils ne sont pas considérés comme des Maliens. Mais si vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas bien traité, mais naturellement, vous allez vous sentir mal. On n'est pas fait de marbre. Et je ne les excuse pas à travers ça. Peut-être qu'ils avaient une autre raison. Mais quand on voit la lutte qu'ils mènent, moi je soutiens surtout les luttes pacifiques, avec les contrats et autres. Mais moi j'insiste surtout sur le fait que le gouvernement aussi n'est pas exemple de tout reproche. Parce que le gouvernement également, ils ont tenu des propos qu'ils auraient pu éviter. Il fallait juste leur dire, d'accord, vous voulez ceci, d'accord, on en parlera après. Vous voulez ceci, nous allons nous organiser. Mais si vous dites, nous allons vous aider à voler, nous allons faire en sorte que vous pouvez me dire un point ou deux points seulement dans l'accord d'Alger, les points dont les rebelles ont fait pour que la paix soit dans notre pays. 2 points seulement dans l'accord d'Alger. 2 points. Oui, ou bien 1 point. Ou bien 1 point. Oui. Ils ont dit qu'ils veulent tout simplement être vus comme des Maliens. Premier point. Ils ont dit encore qu'ils veulent que tout ne soit pas centré sur Bamako. On a l'impression que même nos différents dirigeants sont tous ici du Sud. Non. Et ça, pas seulement là, il ne s'agit pas seulement des Touaregs. Ça, c'est la mentalité de tous les nordistes.
on s'est dit que les nordistes n'accèdent presque pas au pouvoir. Bon, bien, maintenant, presque moi pas. je pense que ça dépend en réalité Voilà. de leur politique, leur approche vis-à-vis des autres communautés. Maintenant, parlant de là, je me dis, si réellement cette redistribution des richesses était faite de façon équitable, pourquoi il y a l'absentéisme des infrastructures sanitaires au niveau du nord, il y a l'absentéisme des infrastructures sécuritaires au niveau du nord, et avec cet absentéisme, est-ce qu'on peut parler d'une redistribution équitable? Oui, c'est là entre même avec votre avant-dernière question. L'État investit bien sûr dans les régions du Nord. Depuis au temps de Moussa Traoré, en passant par Alpha Mor Konaré, Amadou Toumani et Ibrahim Boubacar Keïta, ici il est dit que l'État a investi en 2012 136 millions de dollars, soit 84 milliards 91 114 millions 112 000 francs CFA. L'État investit ça dans les régions du Nord, bien sûr, mais c'est cette histoire de rébellion qui est amenée et à boycotter ce projet qui allait vraiment permettre aux régions du Nord d'avoir des infrastructures, d'avoir des casernes et d'avoir aussi des écoles et aussi des structures de santé. Mais c'est eux-mêmes qui ont tout saboté cela. En 2009, bien sûr, l'État a investi 16 millions de dollars, plus de dizaines de millions plus de dizaines de millions de milliards. L'État investit ça pour que ces régions-là avoir de la sécurité, de la paix aussi, que leurs enfants aillent à l'école. Parmi les premiers étudiants à aller dans l'ENA, plusieurs Touaregs ont été parmi eux alors qu'ils n'avaient même pas de diplôme. Et pour quelle raison? Pour juste qu'ils aient des fonctionnaires en haut de l'État. Donc l'État a toujours investi par rapport à ces gens-là. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, les régions du Nord là, ils ne prennent pas les armes, ils ne s'attaquent pas. Et aussi, dans la constitution malienne, il ne permet à personne de prendre les armes et revendiquer quoi que ce soit. Non, les règles pour revendiquer dans la constitution malienne sont très claires. On peut faire des grèves, on peut faire des marches, mais jamais des armes. Mais que quelques personnes prennent les armes et s'attaquer à l'État, s'attaquer à l'édifice de l'État, s'attaquer aux soldats de l'État, s'attaquer aux civils pour que l'État investisse chez vous. Mais c'est quoi cette histoire, mesdames et messieurs? Merci. Mon cher ami, en réalité, vu toutes ces problématiques, tous ces problèmes qui surgissent du jour au lendemain et le non-respect de ces accords qui ont été préalablement signés, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que le pays sorte de façon, de façon souhaitée de cette crise entre nous et nos frères Touareg. Quelle proposition faites-vous? Tout d'abord, ma première proposition, je dirais que nous devrions soutenir la transition parce que c'est le nouveau gouvernement en place. Donc, nous devrions les soutenir, les aider, tout simplement à mener leurs projets et leurs objectifs. Et en espérant aussi qu'ils prennent cette histoire Touareg, comme on aime le dire entre guillemets, qu'ils les prennent au sérieux. Qu'ils se disent qu'on fouille de fond en comble tous ces accords on a eu des multiples d'accords. Il faut réviser ces accords-là, essayer de peser les pour et les contre pour voir qu'est-ce qui irait, qu'est-ce qui n'irait pas. Parce qu'il est clair que toutes ces promesses que nous avons faites, nous ne pourrons pas les tenir. Mais il faut aussi savoir faire une petite, on va dire, moitié-moitié, essayer au moins de satisfaire la moitié de leurs besoins. Pour la petite anecdote, au nord, à part un lycée public, tous les restes, c'est des privés. Les universités, elles sont au nombre de 2. Ça aussi, ce sont des universités privées. Seul un lycée public, quelques secondes cycles publics, sinon à part ça, en ce qui concerne les universités, que ce soit Gao, Tombouctou, Kidal, nous tous, nous quittons le nord pour venir ici. S'il n'y avait pas une université à Ségou, je suis sûr que les étudiants maliens ne pourront pas, on va dire, bien s'imprégner ici à Bamako. Parce que tout simplement, les étudiants, il y a des étudiants même qui abandonnent d'autres mères à cause du désespoir. Donc, c'est des choses que nous devrions voir. C'est des choses que nous devrions voir, essayer d'étudier les problèmes en pro, parce que le mal est vraiment profond. Parce que en dehors du fait que nous avons des problèmes Touareg, des problèmes de rébellion, tout ça, c'est des mots parmi tant d'autres en fait.
nous souffrons de beaucoup de maux. Et notre système qu'on appelle la démocratie, ça aussi, nous pensons que ça devrait être revu. Comme l'a dit Moussa Traoré, le Mali n'est pas prêt pour un système démocratique. Et moi, je pense qu'il a raison. Je ne défends pas un dictateur, mais je défends l'idéologie de ce côté. Parce qu'il disait que le Mali n'était pas prêt. Peut-être que nous ne serons pas un pays dictatorial, mais nous pouvons être un pays socialiste. Ok, Voilà. merci. Maintenant, quelle proposition pouvez-vous faire en 1 minute pour cette sortie de crise? Ok, bon, merci docteur. Avant de faire ma proposition, je suis vraiment étonné qu'un étudiant malien, bien sûr, puisse défendre un régime dictatorial, la démocratie. Il faut faire l'honneur à la mémoire de Abdelkarim Cabral Kamara, à la mémoire de tous ces étudiants qui ont perdu la vie pour l'avenir de la démocratie. Mon très cher ami, le Mali est prêt pour la démocratie et ce qui manque au Mali, ça c'est des hommes braves. Et bien sûr, avec le temps, avec la nouvelle génération qu'on est en train d'avoir, Inch'Allah, on va avoir une démocratie meilleure, bien sûr. Donc, pour venir à votre question, comme solution de proposition, face à cette rébellion qui dure depuis 1960 à nos jours, on a eu à faire beaucoup d'actions. On a eu à mener beaucoup d'investissements et l'État a eu à faire tellement d'efforts pour pouvoir apaiser cette situation. Mais malgré tout, à chaque fois, il y a des rebondissements comme le Covid-19 qui est en train de changer d'aspect, de caractère et de virulence face à différents vaccins. C'est le cas de ces rebelles. À chaque fois que l'État vient et il change de forme ou bien il change de langage, chaque fois ils ont d'autres paroles qui est différente des anciennes paroles à travers de 1960 à nos jours. Donc, pour finir avec tout ça, l'État doit être vraiment clair et principalement 3 actions à mener vraiment pour qu'on en finisse avec cette histoire de rébellion. Primo, il faut mettre fin à la prime aux séparatistes, la distribution sans mérite des sommes d'argent et l'octroi des faveurs de toutes sortes, la discussion des grades surtout. Parce que quand on fait ce genre d'action-là, ça va favoriser, comment dirais-je, la paresseuse au sein de ces gens-là. Ces gens ils vont toujours penser qu'en prenant les armes, ils peuvent avoir des postes, ils peuvent avoir des grades, et ce qui n'est pas normal. Pendant que la population suédoise se bat, fait des concours pour avoir des postes, pour pouvoir recruter dans la fonction publique, et ils accèdent à travers les armes. Et si les gens de Sikasso, si ceux qui vivent à Kai, à Koulikoro, et nous qui sommes à Ségou, si nous prenons les armes, est-ce que ça va arranger l'État? Non. Donc l'État doit arrêter cela. En deuxième point, la relecture consensuelle de l'accord issu du processus d'Alger, signé le 15 et le 20 mai 2015 dans le Centre international de conférence de Bamako. Cet accord, on doit vraiment le réviser pour avoir une paix durable. Puisque cet accord ne fait que profiter à ces rebelles-là. Comme j'ai dit et je leur ai dit, et ils sont toujours en train d'avoir ce qu'ils ont eu, que si on prend les armes, ils ne vont jamais avoir. Ils ne vont jamais les avoir. Donc cet accord n'arrange que eux. Parce que l'État malien, mon très cher ami, n'a pas pu à dire. Il n'y a aucun point dans cet accord que ces rebelles ont fait qui arrange l'État malien. C'est l'État malien qui est toujours en train de les arranger. Vous avez si bien dit, leurs leaders, ils vivent dans les hôtels 5 étoiles à Bamako ici. Ils circulent dans les V8. Ils sont beaucoup plus sécurisés que nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il nous aura en retour? Merci. Pour finir, en troisième point, l'attitude face à ces rebelles séparatistes doit être clarifiée. Ces gens-là qui vont s'intégrer dans un Mali laïque, démocratique et indivisible doivent être traités avec égal. Mais ceux qui vont prendre les armes doivent faire vraiment face à l'armée malienne, à l'armée puissante de la sous-région. Et ces gens-là, on va les finir. Et si on met en point ces 3 points, je pense qu'on peut finir avec cette histoire. Maintenant, justement, merci d'avoir donné cet éclaircissement et cette proposition. Vos mots de fin pour nos chers abonnés. Ok, vraiment, je suis vraiment content, surtout pour l'initiative. Je remercie vraiment l'entreprise d'appui et conseil qui est en train de fournir tellement d'efforts pour nous, les étudiants, surtout leur promoteur, notre très cher docteur Mohamed Sekou Sempara. Je vous remercie pour tous les efforts au nom de tous les étudiants des différentes universités du Mali. On vous remercie pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour l'amélioration, pour le rehaussement du niveau des étudiants maliens. Et à travers vos actions, nous sommes en train de nous perfectionner dans la politique, nous sommes en train de nous perfectionner sur les questions d'actualité, ce qui est vraiment un cas d'encouragement et que l'État aussi doit vraiment s'investir dans ce genre d'initiatives. Je remercie vraiment l'agent et je remercie également tous ceux qui nous suivaient à travers les différentes pages Facebook et YouTube
de cette émission. Je remercie également mon très cher ami Mohamed Chaban. Je vous remercie, même si ça a été un peu dur, mais vous avez un peu su vous débrouiller. Je vous remercie. Merci. Vos derniers mots à l'endroit de nos chers abonnés. Et tout d'abord, merci vraiment à vous, docteur, de nous avoir donné l'opportunité de venir nous exprimer en tant que jeunes. Et c'est ça que nous voulons. Nous parlons des Mali Koura et des Mali Denkoura. Donc je pense que ça passe forcément par ça. Et comme il l'a si bien dit, nous devons nous unir. Et l'avenir du Mali, l'avenir est jeune, comme on le dit. Donc si l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse, je pense que l'avenir du Mali, si nous continuons comme ça ne pourrait que fleurir tout simplement. Et je dirais à nos chers abonnés de prendre, de regarder, d'en prendre de la graine tout simplement. Parce que ces Mali-là, personne ne va venir nous construire ça à notre place. Nous devrions tout faire pour essayer de faire de ces Mali-là ce que nous voulons. Nous voulons un Mali dont le monde entier voudra envier, mais ça passe par nous. Ça passe par nous. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour parler d'une problématique assez essentielle qui porte sur les rébellions Touareg. Nous sommes très ravis de vous accueillir et de voir la dynamique auquel vous vous êtes lancé pour répondre à ces différentes questions. Et je pense que ça montre en quelque sorte l'espoir vis-à-vis de cette jeunesse. Et je demande à nos chers abonnés de faire le maximum de partage possible pour que tous les étudiants et toutes les structures publiques et privées, les ONG, soient imprégnés de la qualité de la prestation et d'analyse sur des questions politiques, sur des questions de la société, sur des questions de la rébellion de notre pays, que nous avons des jeunes qui ont cet esprit assez fertile à faire des analyses concrètes par rapport à la problématique propre à la question de la rébellion. Et sans plus tarder, c'est sur ces quelques mots que cette émission portant sur la problématique suivante, les rébellions Touareg sont-elles dues à une mauvaise redistribution des richesses de l'État, va prendre fin. On se donne rendez-vous à demain. À plus. Dans le cadre de démarrer avec la nouvelle année scolaire 2022-2023, la coordination du master en sciences et techniques de gestion de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako informe tous les professionnels et étudiants détenteurs d'une licence ou d'une maîtrise que les inscriptions concernant la formation du deuxième cycle universitaire sont en cours sur la colline de Badalabougou. Les différentes spécialités accessibles en sciences et techniques de gestion sont les suivantes. Le master en marketing, le master en gestion des ressources humaines, le master en gestion logistique et transport, le master en entrepreneuriat, innovation et création d'entreprises. Les frais liés au dépôt des dossiers sont de 10 000 francs CFA non remboursables. Le coût lié à la formation de chaque master est de 800 000 francs CFA seulement, dont 200 000 comme droit d'inscription et 600 000 comme frais pédagogique. La qualité de la formation, de la recherche scientifique et l'encadrement des mémoires des étudiants sont les premiers soucis de cette coordination. Pour plus d'informations, contactez le 76 46 34 02 ou le 74 17 44 11 ou le 83 01 11 74 ou le 77 53 07 06. Chers étudiants, la coordination du master en sciences et techniques de gestion de la FSEC sont à votre disposition. La coordination du master en audit et contrôle de gestion de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako informe les professionnels et étudiants détenteurs ou détentrices d'une licence ou d'une maîtrise que les inscriptions au master en audit et contrôle de gestion pour l'année scolaire 2022-23 sont en cours.
La coordination du master en audit et contrôle de gestion vous offre des formations suivantes. Le master en audit et contrôle de gestion, le master en finances publiques, le master en gestion des projets. Les frais de dépôt des dossiers sont de 10 000 francs non remboursables. Le coût total de la formation est de 1 500 000 pour le master en audit et contrôle de gestion, 1 million pour le master en finances publiques, 800 000 pour le master en gestion des projets. Si vous voulez devenir spécialiste dans les domaines précités tout en bénéficiant d'un bon encadrement, alors contactez la coordination au 66 79 98 03 ou au 79 27 42 89 ou au 76 10 61 31 ou encore au 78 24 26 56. La coordination du master en audit et contrôle de gestion est une aubaine pour les professionnels et étudiants. La coordination du master en économie appliquée au développement en collaboration avec ses partenaires internationaux informe les professionnels et étudiants en économie que les inscriptions sont actuellement en cours. Les offres de formation de cette coordination sont les suivantes: le master en économie du travail et des ressources humaines, le master en économie et politique agricole, le master en économie, environnement et développement durable, le master en économie et ingénierie financière et le master en économie internationale de développement. Les frais de dépôt des dossiers sont de 10 000 francs CFA non remboursables. Le coût total de la formation pour les 4 semestres est de 1 500 000 pour chaque master. Pour vos besoins de recherche future en économie, contactez le 65 73 64 62 ou le 76 31 54 66. La coordination du master en économie appliquée au développement proche de vous pour vos soucis d'encadrement. La coordination du master recherche en économie quantitative et calculable porte à la connaissance des professionnels et étudiants détenteurs d'une licence en économie, en mathématiques et en statistiques appliquées que l'ouverture des inscriptions au titre de l'année universitaire 2022-2023 sur la colline de Badalabougou sont en cours. L'économie quantitative et calculable est une spécialité qui vous rend apte à utiliser les outils mathématiques et statistiques adaptés pour mieux expliquer ou prévoir les différentes variables économiques. L'offre de formation de cette coordination est formidable et unique sur toute l'étendue du territoire national. Les frais de dépôt des dossiers sont de 10 000 francs non remboursables. Le coût total de la formation de cette filière est d'1 200 000 francs CFA. Pour vos soucis de renforcement en modélisation et en équilibre général en sciences économiques, n'hésitez pas à contacter la coordination du master en économie quantitative et calculable au 60 49 09 44 ou au 93 91 22 59. Avec cette coordination, la qualité de la formation et de la recherche scientifique est garantie. Dans le cadre de faciliter l'accès des étudiants et des nouveaux bacheliers à la formation continue, la coordination du master en audit et contrôle de gestion vous informe de l'ouverture des inscriptions à la formation continue à un prix unique. Les offres de formation continue proposées par cette coordination sont les suivantes: une licence en finance comptabilité, une licence en audit et contrôle de gestion, une licence en assurance banque finance, une licence en marketing et communication, une licence en logistique et transport, une licence en finances publiques. Les frais de dépôt des dossiers sont de 5 000 francs CFA non remboursable. Le coût total de la formation est de 250 000 francs CFA seulement par an. Pour plus d'informations, contactez le 66 79 98 03 ou le 79 27 42 89 ou le 76 10 61 31
ou le 78 24 26 56. Avec cette coordination, la politique de prix est au rendez-vous. La coordination du master en analyse quantitative, planification et évaluation des politiques de développement informe les professionnels et étudiants détenteurs ou détentrices d'une licence en économie, en mathématiques et en statistiques appliquées que les inscriptions concernant ce master pour l'année scolaire 2022-2023 sont en cours. L'analyse quantitative, la planification et l'évaluation des politiques de développement sont des spécialités qui vous rendent aptes à utiliser les outils mathématiques, statistiques et économiques adéquats pour mieux expliquer ou prévoir les phénomènes par le biais de données historiques sous forme de variables mesurables. La coordination du master en analyse quantitative et planification et l'évaluation des politiques de développement vous offre des formations suivantes. Le master en modélisation macroéconomique et planification du développement, le master en analyse et évaluation d'impact des politiques et projets de développement. Pour plus d'informations, contactez la coordination au 78 24 26 56 ou au 66 71 48 11 ou au 76 19 33 66 ou au 68 84 74 74. La coordination du master en analyse quantitative est une aubaine pour les professionnels et étudiants.